Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télésud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce mardi 14 mars. Le cyclone Freddy, considéré comme hors norme par les météorologues, a fait au moins 100 morts au Malawi et au Mozambique en revenant frapper l'Afrique australe qu'il avait déjà touché 2 semaines plus tôt. Au Gabon, le bilan du naufrage du ferry Esther Miracle, survenu il y a 4 jours, s'alourdit, portant le nombre de morts à 6, tandis que 31 personnes sont encore portées disparues. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président Ali Bongo. Et nous reviendrons également dans cette édition sur la situation en France à 24 heures de l'examen de la réforme des retraites par la commission mixte paritaire. Du côté des opposants à cette réforme, ils seront de nouveau dans la rue mercredi pour la 8e fois depuis le mois de janvier. Je vous en parlais hier, le cyclone Freddy, qui avait déjà touché Madagascar et le Mozambique fin février, est revenu frapper cette région où il a fait au moins 100 morts au Malawi et au Mozambique. Un bilan provisoire qui risque de fortement augmenter. On fait le point avec Aymeric Torignon. Des rafales de vent et des pluies torrentielles sur la ville de Quelimane, au Mozambique. 2 semaines après son premier passage meurtrier, le violent cyclone Freddy fait son retour dans le pays. La nuit de samedi à dimanche, Freddy s'est une fois de plus déchaîné sur la Mozambique, faisant au moins 4 morts, en plus de la dizaine causée fin février. Ces vents violents, 150 km/h, ont détruit déjà de nombreuses maisons, déraciné des arbres et provoqué des dizaines de déplacés. C'est chaotique. Il va falloir que je trouve un moyen de couvrir ma maison avec des plaques de zinc, que je puisse survivre. Formé au large de l'Australie, Freddy sévit dans l'océan Indien depuis plus de 34 jours. Au Malawi, le cyclone ravage tout sur son passage, coulées de boue, routes affaissées, habitations emportées par les eaux et près d'une centaine de morts, et le bilan risque bien de s'alourdir dans les prochaines heures. Il pleut sans cesse depuis 2 jours et il y a beaucoup d'inondations. Il y a une montagne qui a laissé s'échapper une coulée de boue sur ses 2 flancs. Ça a affecté de nombreuses personnes car plusieurs habitations ont été emportées. Le niveau des eaux est monté, il y a de plus en plus de populations déplacées. Selon les Nations Unies, plus de 11 000 personnes ont été déplacées par la tempête dans le pays. La coulée de boue a emporté des maisons et enseveli des habitants. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement malawite a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud du pays. Ce cyclone hors norme, qui a atteint le stade de tempête le 6 février, est en passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré. Dans sa progression, il décrit une trajectoire en boucle rarement recensée par les météorologues. La caractéristique aussi remarquable, c'est qu'en mer, il a retrouvé à nouveau de la chaleur, de l'humidité, également une atmosphère favorable, c'est-à-dire avec peu de cisaillement de vent, et du coup, il a pu reprendre à nouveau de l'intensité et redevenir un cyclone majeur. Au Mozambique, à part les morts, la tempête a privé d'électricité des milliers de ménages. Au Malawi, la situation est encore plus critique. Le gouvernement du pays a dû ordonner la fermeture des écoles pour 2 jours dans une grande partie du sud. Au Gabon, un drame fait la une de l'actualité, c'est celui du ferry Esther Miracle qui a fait naufrage jeudi dernier au large du pays alors qu'il reliait Libreville à Port-Gentil. Dans une allocution télévisée hier soir, le président Ali Bongo a décrété 3 jours de deuil national les 14, 15 et 16 mars. Alors si le bilan pour le moment est de 6 morts et 31 disparus, la localisation de l'épave devrait permettre de rendre d'autres dépouilles à des familles éplorées qui les attendent à quai depuis plus de 4 jours. Les détails avec Soukaina Skali. Des cantiques à la mémoire des victimes et des larmes sur les visages. 6 jours après le naufrage du ferry au large de Libreville, les familles pleurent leurs disparus devant une chapelle ardente. Sur un tableau, la liste des prénoms des personnes qui n'ont pas encore été retrouvées. Moi aujourd'hui, mes 4 enfants n'ont toujours pas été retrouvés. Et le bateau aussi n'a pas toujours été touché. Parce que ils étaient allés chercher dans le bateau, on aurait au moins eu une information précise de savoir exactement ce qu'il y avait dans le bateau. Depuis le naufrage du ferry au large des côtes gabonaises,
Le bilan provisoire est passé à 6 morts et 31 disparus, après la découverte de 3 nouveaux corps. Nous avons vu l'état dans lequel les corps sont arrivés hier, les corps qui ont été retrouvés la veille. Et c'était vraiment un état indescriptible en fait. Donc certains gardent encore un peu espoir parce que les miracles peuvent exister. Mais on a un peu perdu espoir de retrouver nos parents vivants. Pour l'heure, 124 personnes ont pu être récupérées vivantes depuis jeudi sur les 161 passagers, membres de l'équipage officiellement recensés par les autorités. Malgré les maigres chances de retrouver de nouveaux disparus, certaines familles gardent espoir. Quelqu'un 5 jours sans boire, sans manger quand même, et avec les fortes chaleurs qui se font en ce moment, vraiment les familles ne font que perdre espoir. Mais moi j'ai espoir que les miens doivent sortir. Dimanche, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze annonçait que les recherches continueraient tant que l'épave du bateau n'était pas localisée et que les sauveteurs n'étaient pas sûrs d'avoir remonté tous les corps. Une enquête pénale avait été immédiatement ouverte pour tenter de déterminer les causes du naufrage. Nous vous en parlions hier, la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à Goma en RDC n'a pas été du goût du vice-premier ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, qui a jugé très scandaleux et inapproprié les propos des membres du Conseil de sécurité de l'ONU appelant les autorités congolaises à s'assumer face à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Et on reste dans l'Est de la République démocratique du Congo où dans la nuit de mercredi à jeudi, des rebelles présumés des ADF affiliés au groupe État islamique ont massacré plus de 40 personnes. Une attaque d'une rare atrocité pour les quelques survivants qui aujourd'hui ne savent plus du tout où aller. Souilas Bailly. Après le choc, il ne reste que l'horreur et la désolation. Dans le village de Mukundi, les rescapés du massacre attribué aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique font le récit de cette terrible nuit. Croyant trouver refuge, Kambale Kivieki s'est retrouvé nez à nez avec les assaillants, mais il échappe miraculeusement à la mort. En vrai, la situation était atroce. Je suis sorti du champ et j'ai essayé de demander à un groupe de personnes ce qui s'était passé dans le village, sans savoir qu'ils étaient les assaillants. Ils m'ont demandé de m'asseoir sur le sol et ils m'ont braqué une arme sur la tête. À l'hôpital général de Kalunguta, la plupart des blessés admis après l'attaque ont des plaies à la tête. Le visage meurtri, c'est sur son lit d'hôpital que Kabwo Tsongo, encore marquée par l'attaque qu'elle vient de subir, raconte péniblement le déroulement de son agression. Ils sont arrivés en groupe, comme des visiteurs. Nous pensions qu'ils venaient nous saluer. Ils nous ont ordonné de quitter la maison. Nous nous demandions quel était le problème, pensant qu'il s'agissait de paysans ordinaires. C'est alors que j'ai été tirée, poussée brutalement dehors. J'ai été frappée et coupée au visage par une machette. Agression, meurtre, maison en feu. Selon les autorités locales, le bilan fait état d'environ 40 morts. Pour les rescapés, certains sont dans un état critique. L'hôpital où ils ont été accueillis a un besoin urgent de médicaments. Dans le nord du Ghana, un exercice militaire conjoint est en cours près de Tamale, impliquant des soldats africains et américains. L'objectif de cet entraînement est de lutter contre les menaces terroristes qui pèsent sur la région, avec des exercices sur l'interception des composants chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs, ainsi que sur les assauts contre des bases ennemies. Cette formation appelée Flintock est organisée en collaboration avec la Côte d'Ivoire et rassemble près de 1300 militaires de 30 pays. Lundi, 6 unités mobiles de production de vaccins fabriquées par la société pharmaceutique allemande BioNTech ont été livrées au Rwanda, ce qui constitue la première expédition de ce type en Afrique. Cette arrivée est d'autant plus significative que le continent africain cherche à renforcer la production de vaccins ARN messagers. Les unités conçues à partir de conteneurs recyclés ont été transportées jusqu'à Kigali, la capitale du Rwanda, où elles seront assemblées pour créer un centre de production de vaccins contre diverses maladies. Nous ne devrions pas être les derniers à demander des vaccins ou des médicaments, si nous pouvons les produire ici, sur notre continent. C'est donc un rêve qui devient réalité grâce à ces efforts, le travail d'équipe, le partenariat.
mais aussi la science qui a apporté des solutions là où se trouve le problème. L'Afrique consomme plus de 99% des vaccins qu'elle produit. L'Union africaine cherche à réduire cette consommation de moitié au cours des 20 prochaines années, voire plus. Et aujourd'hui représente un pas en avant. Les Camerounais ont renouvelé ce week-end leur Sénat, une élection qui s'est déroulée dans le calme sur l'ensemble du territoire, selon les autorités du pays. Dans les régions anglophones où des risques de sabotage étaient à craindre, les populations ont déjoué tous les pronostics. Mathieu Vamba et Cyril Guigery. Le vote s'est déroulé de manière générale dans un climat de paix et sécurité sur l'ensemble du territoire camerounais. Les 198 bureaux de vote et les 11 134 votants se sont exprimés dans le calme. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie aux sécessionnistes, le vote s'est déroulé sans accroc, à la satisfaction générale dans les villes de Kumba et Bamenda particulièrement. Nous sommes absolument contents, je pense, pour le nombre de personnes qui sont sorties aujourd'hui pour venir respecter nos obligations en tant que militants, en tant que conseillers municipaux, conseillers régionaux. Presque nous tous, je peux dire à 100%, sauf peut-être ceux qui sont morts, ne sont pas venus ici aujourd'hui. Vous savez que depuis que les conseils et assemblées régionales ont été mis en place, c'est la première fois que nous participons. À notre niveau, nous avons pris toutes les dispositions afin de veiller à ce que tous nos collègues, dont les conseillers régionaux, participent effectivement à cet exercice. Dans la dizaine de bureaux de vote que comptent ces deux régions anglophones, l'on a connu une affluence record malgré les inquiétudes générales. Selon les observateurs nationaux et internationaux, 3000 au total, aucun fait majeur n'a pu porter atteinte à la crédibilité du scrutin sur l'ensemble du territoire. Face à cette mobilisation populaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, les différents partis politiques en liste sont certains que leur représentativité au sein de la Chambre haute du Parlement pour cette troisième législature ne souffrira de rien. C'est pour aussi montrer la satisfaction que les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et nous tous, on a pour notre parti, donné par notre parti à nous. Et on a, je pense, aujourd'hui montré que nous sommes derrière le parti sans condition. Depuis 2013, les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun sont en proie à des violences politico-militaires qui ont déjà fait près de 2000 morts et des milliers de déplacés. La réussite des sénatoriales 2023 en leur sein pourrait sonner comme une lueur d'espoir vers la paix retrouvée au Cameroun. L'opposition sénégalaise qui appelle à 2 journées de manifestations, la fièvre de Lassa qui fait 102 morts au Nigeria depuis le début de l'année 2023 et les élections législatives et locales qui auront lieu le 13 mai en Mauritanie. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Soukaina Skali, Mathieu Nicolas et Émeric Tourignon. Au Sénégal, l'opposition s'active. Lundi, la principale coalition sénégalaise, Yewwi Askanoui, a appelé à 2 jours de manifestations à risque mardi et mercredi. Des manifestations qui se tiendront à Dakar et en province à la veille du procès d'un de ses principaux dirigeants, Ousmane Sonko. La coalition prévoit un giga-meeting qui sera suivi de marches nationales. Vendredi, Ousmane Sonko a affirmé que ces manifestations se feront même si les autorités du pays les interdisent. Des manifestations qui visent à dénoncer les arrestations arbitraires de journalistes et d'acteurs politiques, mais aussi, selon le principal parti d'opposition, l'instrumentalisation de la justice sénégalaise contre les opposants. Depuis le début de l'année 2023, au moins 102 personnes sont mortes de la fièvre de Lassa au Nigeria. Cette fièvre aiguë s'est déjà propagée dans 89 régions des 22 États du pays. La maladie se transmet par contact avec les excréments de rats. Elle peut se transmettre d'une personne à une autre et provoquer une fièvre hémorragique mortelle. En raison de l'épidémie, le gouvernement nigérian a déclaré l'état d'urgence en début de mois. Les cas de fièvre de Lassa connaissent une augmentation chaque année entre novembre et mai, période de sécheresse. Les premiers cas de fièvre de Lassa, eux, ont été détectés dans l'état de Borno, au Nigeria, en 1969. Le président mauritanien a annoncé lundi par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Une dissolution qui donne lieu à l'organisation anticipée de nouvelles élections législatives et locales fixées au 13 mai par le gouvernement. Le mandat des députés devait s'achever en août prochain, mais un accord entre les différentes formations politiques avait acté la tenue d'élections anticipées pour éviter la saison des pluies, certaines régions devenant difficiles d'accès. Le prochain Parlement mauritanien
passera de 157 à 176 députés. Retour en France, où après l'adoption du texte sur la réforme des retraites au Sénat, le texte controversé poursuit son chemin législatif avec mercredi son examen par la commission mixte paritaire, dernière étape avant de nouveaux votes au Sénat puis à l'Assemblée. Cependant, pour l'exécutif, en attendant, il est impératif de convaincre pour ne pas avoir à utiliser le 49.3. Les détails avec Mathieu Nicolas. La bataille parlementaire autour de la réforme controversée des retraites tire presque à sa fin. Samedi, le Sénat, à majorité de droite, a adopté le projet contesté par 192 voix pour et 112 contre, au terme d'un marathon législatif marqué par un record d'amendements. C'est la victoire du Sénat parce que nous avons pu voter. Le métier d'un parlementaire, le rôle du Parlement, c'est pas de discuter à l'infini. La gauche a essayé d'entraver nos débats. Elle a été mauvaise perdante. Au-delà des invectives politiques, le texte poursuit son chemin. Mercredi, il fera l'objet d'une discussion en commission parlementaire. D'un côté, 7 sénateurs et de l'autre, 7 députés. Objectif, parvenir à un compromis sur les mesures qu'Assemblée et Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes. Si les deux camps parviennent à un accord au sein de cette commission, le texte remanié devra être validé jeudi matin au Sénat, puis à 15h à l'Assemblée. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement. Mais des doutes subsistent sur la capacité de l'exécutif à rassembler autour de ce texte qui divise les Français une majorité conséquente. Cette incertitude a fait ressurgir l'hypothèse d'un recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution. Mais l'exécutif assure que le 49.3 n'est pas une option. Je vous redis volontiers ce que la Première ministre a déjà eu l'occasion de dire, nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Pendant ce temps, les mouvements de colère à l'égard de cette réforme subsistent. Les perturbations continuent à la SNCF avec encore 40% de trains supprimés sur certaines lignes TGV. C'est le cas aussi dans les raffineries. À Paris ou à Nantes, la grève des éboueurs se ressent dans les rues, à tel point que des mairies demandent à leurs habitants de ne pas sortir leurs poubelles. La vice-présidente américaine Kamala Harris va se rendre entre la fin mars et le début avril au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Un déplacement pour discuter des priorités régionales et mondiales qui fait suite au sommet États-Unis-Afrique qui s'était tenu à Washington fin 2022. Tout autre chose maintenant, les joueurs de la sélection U20 de football du Sénégal ont été accueillis en triomphe hier à leur arrivée à Dakar avec le trophée de la CAN U20 que les Lionceaux de la Teranga ont remporté samedi pour la première fois de leur histoire, tout comme l'avait fait leur illustre aîné en remportant la CAN 2021. Mathieu Nicolas. Alors qu'ils viennent à peine d'atterrir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Dakar et de poser pied sur le sol, les Lionceaux ne le savent pas, mais un accueil digne de ce nom les attend. Un peu plus loin, des supporters sont là pour les remercier de leur incroyable parcours. Portraits de joueurs, danse et chants, les Sénégalais sont fiers de retrouver leurs Lionceaux auréolés d'un nouveau titre de champion. Bon, on est fiers, hein. Comme d'habitude, on est très fiers. Parce qu'on est heureux avec cette équipe-là. Normalement, on devrait s'encourager le championnat du Sénégal. Parce que le produit qui est sorti là, c'est le championnat Sénégal qui a fait ça. Bon, les supporters, toujours, on est derrière, toujours avec les Lions. On est très contents. Samedi au Caire, les Lionceaux de la Teranga ont remporté la finale de la CAN U20 en battant la Gambie 2-0. Dans ce duel entre les deux meilleures défenses du tournoi, c'est la meilleure attaque, le Sénégal, qui a fait plier la défense gambienne dès la 6e minute. Centre d'âme de Diop et le premier but inscrit par les Lionceaux. La Gambie n'a pas cadré un tir du match. Une victoire logique des Lionceaux qui concluent leur tournoi de la meilleure des manières. C'est une fierté, c'est une grande fierté. Parce que voilà, c'était notre objectif de gagner ça. On a fait un bon tournoi. Mais je ne peux rien dire que d'avoir content. Et ce que j'ai fait là, à part sans compter mes coéquipiers, je n'aurais pas réalisé. Donc je remercie le peuple sénégalais et tout pour le soutien. Voilà quoi. Et on se prépare pour la Coupe du Monde
qui est dans 2 mois. Pourra pas faire pareil, Inch'Allah. Après la CAN 2022, le CHAN 2023, le Sénégal remporte cette CAN U20 et affirme l'hégémonie naissante du football sénégalais sur le continent. Désormais, les joueurs de Malick Daf n'ont qu'une hâte, s'envoler pour l'Indonésie cet été pour la Coupe du Monde U20 et pourquoi pas continuer d'écrire un peu plus l'histoire. On termine cette édition avec les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu dans 500 jours précisément. Et à cette occasion, Emmanuel Macron se rendra ce mardi auprès de tous les fonctionnaires mobilisés pour l'événement. Il y aura également des rencontres prévues avec Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, ainsi que toutes les entreprises partenaires. 500 jours. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. À demain. Au revoir.